Bienvenue dans ce nouvel épisode de Qiyada, qui veut dire leadership en arabe. Aujourd'hui, nous explorons l'un des thèmes centraux qui est ressorti lors de nos entretiens avec 40 leaders internationaux. Et c'est le pouvoir du leadership authentique pour construire la confiance, inspirer les équipes et générer un succès durable et significatif. Pour nous aider à approfondir ce sujet, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Leila Bazi, coach en leadership, reconnue et fervente défenseuse de l'authenticité dans le leadership. Leila a consacré sa carrière à aider les leaders à embraser leurs qualités uniques et diriger avec intégrité. À travers cette session, Leila inspirera et outillera les leaders pour qu'ils cultivent des connexions authentiques et favorisent des environnements où l'authenticité et le succès s'épanouissent de concert. Bonjour Leila et bienvenue dans cet épisode de Qiyada. Bonjour Hiba et merci pour ton invitation. Nous avons le plaisir de vous avoir aujourd'hui parmi nous et nous voulons discuter un sujet particulièrement intéressant qui est sorti lors de nos entretiens avec des leaders internationaux et c'est la notion du leadership authentique. Donc Leila, est-ce qu'on peut définir le leadership authentique ? Le leadership authentique va être incarné par un leader qui inspire, qui motive, qui fédère autour d'une vision, autour d'une mission, autour de valeurs qui appartiennent au leader lui-même ou elle-même. Quand on parle de leadership, c'est vraiment l'inspiration. Qu'est-ce qu'on a envie de laisser comme impact, comme trace auprès des équipes, auprès des personnes qui nous entourent. Et aujourd'hui, nous vivons dans un monde où la quête du sens est essentielle et cruciale. On l'a vu à travers notamment la crise Covid, où beaucoup de gens étaient en quête de sens. D'ailleurs, on a vu que beaucoup de personnes ont quitté leur travail parce que leurs activités n'étaient pas porteuses de sens. Donc le leader, c'est quelqu'un qui porte une vision, qui a un sens, qui éclaire et qui inspire les personnes qui l'entourent. Et aujourd'hui, le monde a besoin de plus en plus de leaders authentiques. Et pour différentes raisons. La première raison, c'est que à travers l'authenticité, les leaders qui incarnent véritablement cette authenticité transpire d'eux-mêmes. Cette authenticité permet de créer une diversité des profils. Et Dieu sait qu'il y a plusieurs styles de leadership. Il n'y a pas qu'un style de leadership. Les personnes doivent pouvoir se retrouver dans différents styles de leadership. Et plus les personnes cultiveront cette authenticité, plus les personnes pourront se retrouver dans différents styles de leadership pour être inspirées et donner le meilleur d'eux-mêmes. La seconde raison, pour moi, pour laquelle il est important de cultiver cette authenticité va être une arme redoutable pour vaincre aussi les stéréotypes, les biais. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui est prédominé par les hommes, et pour différentes raisons historiques. Déjà, les hommes, le monde de l'entreprise a été créé par les hommes pour les hommes, avec des codes, des règles propres aux hommes. Ces règles aujourd'hui sont obsolètes. Et c'est pour ça que cette authenticité, elle est essentielle à cultiver pour pouvoir créer d'autres codes, d'autres référentiels, pour pouvoir inspirer notamment les femmes à cultiver leur propre style de leadership dans le respect de leurs valeurs et de leur authenticité. Et enfin, authenticité pour plus d'inclusion, pour créer des espaces où chaque personne peut se retrouver et et se sentir elle-même. Et les leaders authentiques arrivent à créer des espaces et des environnements inclusifs pour contribuer à ce changement de paradigme et contribuer à la diversité également de la richesse des profils que nous avons dans ce monde. Merci Leila. Est-ce que vous pensez qu'on peut être authentique
dans n'importe quelle culture organisationnelle ou certaines fois il faut abandonner une culture si elle ne nous permet pas d'être authentique? C'est une question qui est très intéressante, très pertinente. Quand l'authenticité va s'exprimer, elle doit pouvoir s'exprimer naturellement. Donc à partir du moment où une personne, dans l'environnement dans lequel elle évolue, n'est pas à l'aise Mmh. pour exprimer son authenticité, que ce soit à travers une culture, que ce soit à travers un environnement professionnel, hem, la personne n'arrivera pas à être authentique d'elle-même. Et si on revient à l'aspect culture, dans nos sociétés, on vit dans des sociétés patriarcales, qui sont ancrées par un certain nombre de normes sociales, par un certain nombre de biais qui font que on peut être à un moment donné, conditionné. Heu, je prends l'exemple des femmes que je côtoie, tous les jours, dans mon environnement professionnel et dans mes accompagnements. Une femme va réussir à être authentique dans un espace qui va lui apporter une certaine sécurité. Elles ne prendront pas le risque de s'exposer parce qu'il faut savoir que l'authenticité a un coût. A un coût, la personne se délivre. Elle se délivre comme elle est. Mmh. C'est-à-dire que, pour revenir à la définition de leadership authentique, ça transpire en elle. Ce ne sont pas 2 personnes. C'est comme une seconde peau. L'authenticité a un coût et pour qu'elle puisse être exprimée, il faut que la personne soit dans un safe environment, dans un environnement, sûr qui puisse lui permettre d'exprimer, son entière authenticité et son plein potentiel. Excellente, vision. Vous avez parlé à un moment donné de naturel. Est-ce que authentique veut dire naturel ou certaines fois on doit acquérir certaines compétences, certains codes qui sont peut-être pas naturels et accessibles maintenant pour nous, afin de pouvoir naviguer un peu, certaines fois les challenges, des fois les codes qui nous permettent de gravir les échelons pour arriver à des postes, seniors? Alors le leadership est une qualité qui se développe. Heu, on peut devenir on peut apprendre à devenir leader. Il y a des principes qui sont universels, qui régissent, le leadership autour des traits que j'ai définis tout à l'heure, la vision, une mission, des valeurs. Le leadership, c'est avant tout une histoire que l'on raconte, c'est notre propre histoire. Moi, en tant que leader, Leïla, pourquoi est-ce que j'ai envie d'inspirer les personnes qui m'entourent? Pourquoi est-ce que j'ai envie de les impacter? Donc ce sont des traits communs au leadership. Selon qu'on soit un homme ou une femme, pour moi, il n'y a pas de leadership, genré. Le leadership est est une position, est une posture qu'un homme ou qu'une femme, peut, épouser. Maintenant, par rapport aux compétences, il y a des compétences qui sont inhérentes à la posture du leader et que tout leader, doit développer. Il y a cette empathie. Cette intelligence émotionnelle. Un leader doit pouvoir comprendre ses équipes. Demain, j'ai quelqu'un de mon équipe qui n'est pas bien pour différentes raisons et notamment des raisons personnelles, qui va pas, être performant à un moment donné. Je dois pouvoir savoir ce qui se passe. Donc cette capacité de se mettre à la place des autres, de comprendre, leurs contraintes, leurs challenges, d'écouter, l'écoute active. On ne peut pas être leader inspirant, leader authentique, leader impactant si on n'a pas cette capacité d'écoute. Je pense qu'aujourd'hui, les leaders qui inspirent et qui impactent, ce sont ceux qui parlent le moins, mais qui écoutent le plus. Cette écoute active est importante, ce don de soi. Un leader authentique donne de soi, donne de sa personne. Il n'est pas dans des faux semblants. C'est vraiment de sa personne qu'il donne. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je parlais d'un coup, quand je vais au travail ou quand je côtoie des personnes dans mes différentes communautés, je dois pouvoir être Leïla. Leïla moi-même, Leïla, qui va être, Leïla à la maison, Leïla au travail, Leïla avec ses amis. Mais cette authenticité, heu heu,
parce qu'on engage de sa personne, elle a un coût et peut-être qu'on en parlera plus tard, Hiba, c'est aussi important de se préserver en tant que leader authentique. Donc pour revenir à toutes ces compétences, heu, qu'on appelle soft skills, des compétences sociales, là on ne parle pas de hard skills. Quand on, recrute aujourd'hui des leaders, on va chercher leurs soft skills. Qu'est-ce qui va faire que ce leader va être un leader qui va impacter plus qu'une autre personne? Et toutes ces soft skills autour de la communication, l'écoute, le don de soi, le don d'écouter, heu, l'intelligence émotionnelle, l'empathie, sont des compétences clés, la communication également, sont des compétences clés qu'on peut développer et qu'on peut apprendre, au fur et à mesure de notre progression en tant que leader. Merci Leïla, justement, vous m'avez rappelé hier, on discutait avec Aziza Abbasi, la fondatrice de Oumnia, et à un moment donné, on discutait de leadership authentique et elle m'avait dit, un leader authentique n'est pas uniquement authentique dans son endroit de travail, mais également dans d'autres environnements, comme vous voulez le dire. Est-ce qu'il y a un lien entre qui on est dans notre famille, avec nos amis et dans l'entreprise? Carrément, et pour moi, c'est le starting point. C'est le starting point, c'est le point de départ parce qu'un leader qui inspire et qui impacte, c'est une personne qui a une fine connaissance d'elle-même. Qui a une fine connaissance d'elle-même à travers son histoire personnelle et à travers, différentes phases. Ça va de la période de l'enfance à l'adolescence, en passant par, jeune âge adulte et plus tard. Il est indispensable, nécessaire pour chaque leader de se connaître. Un leader ne peut pas être impactant et inspirant s'il ne se connaît pas lui-même. Puisque il va utiliser son histoire personnelle, les expériences qu'il a vécues, ses réussites, ses échecs, ses défis, pour pouvoir inspirer autour de lui. Et plus la personne se connaît, plus elle va être en mesure d'impacter, d'inspirer, mais aussi, heu, de pouvoir, de pouvoir encourager les personnes à se retrouver dans sa personne. Un leader est un humain. Un leader n'est pas un robot, il est un humain avant tout. Et cette connaissance de soi, même ses qualités, ses valeurs, sont indispensables pour pouvoir progresser en tant que leader. Donc, oui, le leader doit pouvoir être lui-même à la maison, au travail, dans sa communauté. Et c'est comme ça qu'il arrivera à impacter davantage, à rayonner et qu'on aura envie de le suivre parce que les personnes auront envie de lui ressembler. Et vous avez parlé à un moment donné de compétences d'un leader qui sont universelles. Est-ce que cependant, on a, qui sont pas genrés du coup, mais est-ce qu'on a du coup des difficultés de certains genres à avoir accès à certaines compétences en particulier selon votre expérience? Quels sont les problèmes des hommes vis-à-vis du leadership authentique, mais également des femmes? Je disais tout à l'heure que le leadership n'a pas de genre. En effet, il y a des compétences qui sont universelles, et qui, régissent le leadership. Les différences qui vont, se voir vont être dans l'expression de son leadership ou la perception que les personnes peuvent avoir à travers, certains attributs liés au genre. Heu, Si je prends l'exemple des hommes, généralement, quand on va voir des leaders masculins, qui vont afficher une certaine puissance, autorité, qui vont avoir un certain pouvoir, ça va être normal parce que ça fait partie des codes, en fait, du leadership chez un homme puissant qui a du pouvoir, qui ne se laisse pas faire, directif, heu, c'est tout à fait normal et ça ne va pas choquer. Alors qu'une femme, qui va faire preuve d'autorité et parfois d'autorité naturelle, quand on Mmh. parle d'authenticité, c'est la posture et c'est cette autorité naturelle aussi qu'inspirent, les leaders. Une femme autoritaire va être perçue différemment, hem, du fait de son genre. Ça va être une femme qui va être perçue comme, bossy, comme hautaine, comme trop sûre d'elle, parfois constituer une menace également. Donc
la manière dont va être exprimé le leadership selon qu'on soit un homme ou une femme peut être perçue différemment en raison du poids du patriarcat dont on parlait tout à l'heure, des normes sociales et des biais, des stéréotypes qui vont être associés au genre. Vous parliez de compétences qui vont être plus naturelles selon qu'on soit un homme ou une femme. Je pense que les hommes, mais de par l'éducation qu'ils ont pu recevoir, vont être plus à l'aise, par exemple, avec l'activité du networking, du réseautage. Les hommes vont avoir cette facilité, cette aisance naturelle à réseauter lors de meetings, lors de conférences, alors que les femmes, c'est pas quelque chose qui va être naturel parce qu'elles vont avoir une perception de l'activité du réseautage, souvent une perception malsaine. Il y a un intérêt, il y a quelque chose de calculé, de stratégique, parfois de politique. Et ce sont des codes dans lesquels elles ont du mal à se retrouver, à s'identifier. Mais pour revenir à l'authenticité, quand on pratique le réseautage dans le respect de ses valeurs et de son authenticité, et qu'on le fait en conscience, c'est une activité qu'on apprend à développer. Et à force de la pratiquer, ça devient une activité plus naturelle. La prise de parole en public va être plus naturelle chez les hommes parce qu'ils vont avoir davantage confiance en eux versus des femmes. Donc ce sont des compétences qui demandent des efforts parce que ce n'est pas naturel ou il n'y a pas cette aisance naturelle que les femmes vont devoir développer et pratiquer pour que ça devienne naturel. Et je terminerai par un dernier exemple, Hiba, si vous permettez, dans la prise de parole en public, que ce soit dans les débats politiques, mais également en entreprise. On voit très souvent les femmes interrompues dans leur prise de parole en public. Et on le voit très souvent dans les débats politiques. Et pour donner l'exemple de celui de Kamala Harris, pas ses élections présidentielles, mais les précédentes, où elle s'est retrouvée face au vice-président de l'époque, qui l'avait interrompu plusieurs fois. Elle a réussi à reprendre le contrôle du débat en lui sortant une phrase qui a fait le tour du monde, Mr. Vice President, I'm speaking. Et elle est restée droite dans ses bottes. C'est-à-dire qu'elle n'est pas tombée dans le piège des stéréotypes, genre, selon lequel Kamala Harris est hystérique, Kamala Harris est trop émotive. Elle a voulu reprendre le contrôle du débat parce que elle a montré une certaine agressivité, etc. Non, elle était à l'aise dans ses bottes. Elle a remis son interlocuteur à sa place pour reprendre le contrôle du débat. Donc, pour vous dire que même dans les prises de parole en public, on va retrouver des injonctions liées au genre parce qu'on va attendre d'une femme qu'elle parle tout doucement, qu'elle n'ose pas le ton. Et tous ces codes, en fait, tous ces stéréotypes vont faire que les femmes, dans l'expression de leur leadership, doivent faire preuve comment dirais-je, elles doivent être des équilibristes pour exprimer leur leadership avec une certaine maîtrise, avec un self-control, pour ne pas tomber dans les stéréotypes genre qu'on va facilement coller sur le front d'une femme. J'espère que j'ai été claire, que c'est pas... Très belle perspective. Du coup, vous dites le naturel dans son état existant n'est pas forcément suffisant pour avoir une compétence d'un leader requise aujourd'hui, que ça soit en empathie, que ça soit en prise de parole en public. Des fois, on a besoin de développer certaines compétences et c'est pas faux de les développer. Bien sûr. Et du coup, on a besoin d'être au courant aussi de tous les stéréotypes, de tous les codes qui sont là, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, et essayer de nous affirmer en détournant ces codes sans tomber dans une confirmation aussi. Par exemple, pour les femmes, d'avoir un code masculin, ça confirme en fait le stéréotype. Et du coup, j'aime bien cette perspective que vous venez de présenter. Merci. Et pour venir aux hommes, parce que vous m'avez aussi posé la question sous le prisme des hommes. Pourquoi les hommes
auraient des difficultés à exprimer une certaine authenticité. On vit dans un monde, et on l'a vu récemment à travers les actualités, notamment aux États-Unis, euh, un retour de l'énergie masculine. Oui. Et une remise en question aussi des programmes diversité, équité, inclusion. Et cette culture de l'énergie masculine qui est assumée et qui est prônée par certains dirigeants, notamment le CEO Facebook, Mark Zuckerberg, qui a affiché sans complexe qu'il était nécessaire de revenir à une certaine masculinité dans les entreprises. Bon, quand on voit ça, avec tous les efforts, les actions entreprises pour créer des environnements inclusifs en entreprise, on se dit: «Waouh, là, il y a un recul, comment les choses vont évoluer par la suite?» Et les hommes ont un rôle à jouer pour contrer, en fait, ce nouveau courant, cette culture de l'énergie masculine. Je pense que les hommes, pour pouvoir aussi contribuer à ce changement de paradigme, doivent avoir une conscience aussi de leur pouvoir et de leurs privilèges, du fait de leur genre. Quand je parle de privilèges, pour revenir tout à l'heure aux stéréotypes, un homme va être perçu plus fort, plus puissant, il va être plus facilement écouté qu'une femme, etc. C'est de les encourager à utiliser ses forces au profit de la cause féminine, pour pouvoir être finalement des porte-voix pour les femmes, pour justement encourager de contribuer à un environnement professionnel plus inclusif. Et plus les hommes prendront conscience de leur pouvoir pour pouvoir changer les mentalités et de pouvoir agir en tant que véritable acteur de changement, en tant qu'allié, euh, plus on arrivera aussi à changer les codes et à créer d'autres référentiels. Beaucoup d'hommes sont des époux, beaucoup d'hommes sont papas de petites filles. Et quand ces hommes vivent des changements dans leur vie personnelle, ils deviennent époux, ils deviennent papas, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience qui se produit, puisqu'ils vont développer là naturellement cette empathie pour d'autres femmes, pour d'autres jeunes femmes qui démarrent par exemple leur carrière professionnelle et qui vont tendre la main, qui vont aider, qui vont ouvrir des portes, qui vont éclairer, qui vont guider. Et, et plus les hommes arriveront à prendre conscience de leur pouvoir, de leurs privilèges et de les mettre au service du développement des femmes, euh, mieux on arrivera à contrer et à vaincre ces challenges. C'est très bien dit. Vous m'avez fait penser au fait que dans les entretiens, il y a beaucoup de femmes qui ont également parlé de toxicité du leadership féminin. Dans certains cas, il y a beaucoup qui ont dit que les hommes sont vraiment des alliés, comme vous venez de dire. Et il y a également beaucoup d'hommes qui se plaignent d'une toxicité et d'une virilité masculine qu'on appelle toxique dans l'environnement de travail. Donc, est-ce que c'est vraiment le genre du leadership ou c'est vraiment les pratiques des deux genres qui peuvent être toxiques dans les environnements? Je pense que franchement, ça dépend. Je pense que cet environnement toxique, on peut le retrouver à la fois chez les hommes, mais aussi chez les femmes. Euh, les, alors, les hommes, entre eux, déjà, vont avoir cette solidarité naturelle, cet entre-soi naturel qui fait que les hommes, entre eux, vont s'entraider, vont se soutenir, vont se partager les tuyaux pour pouvoir avancer main dans la main. Alors que les femmes, euh, on va plus rencontrer une rivalité qui va être toxique. Toxique pour les femmes, collectivement, mais aussi toxique pour le développement de la femme dans son évolution professionnelle. Les femmes, aujourd'hui, ont un véritable rôle à jouer
pour contribuer à ce changement de paradigme. Je parlais de l'allyship, les hommes en tant qu'alliés. Mais les femmes également doivent apprendre à être des alliés pour elles-mêmes et de sortir de ce principe de la rivalité féminine qui existe. C'est une réalité. C'est une réalité et plus pratiquer cet esprit soror, comme on peut retrouver dans des communautés anglo-saxonnes, cette sororité qui est pour moi cruciale et un accélérateur si demain on veut parvenir à un monde professionnel plus égalitaire. Si les femmes, entre elles, prennent conscience de leur puissance, prennent conscience de leur pouvoir, déjà pour s'entraider entre elles, je pense qu'elles arriveront plus facilement à accéder à des postes de leader et à ce qu'on améliore aussi la représentativité des femmes dans les instances décisionnelles. Et je pense aussi que, voilà, oui, le soutien des hommes est indispensable, mais les femmes doivent commencer par s'entraider et s'aider entre elles pour sortir de cette rivalité et comprendre que c'est ensemble qu'on arrivera à faire changer les choses. Merci Leïla. Donc, quels conseils pratiques donneriez-vous aux deux genres pour être des leaders plus authentiques aujourd'hui? Les conseils, c'est avoir une connaissance fine de soi. Socrate, philosophe, qui disait connais-toi toi-même. Et c'est vraiment une étape qui est pour moi indispensable. C'est le point de départ. Donc, se connaître soi-même, son histoire personnelle, ses valeurs, sa mission, sa vision, ses expériences. Pour moi, ça, c'est important. L'humilité. Je pense que les leaders aussi qui inspirent sont des personnes humbles. Et l'humilité n'est pas un défaut. Certains vont associer l'humilité à il y a pouvoir être fier de sa personne, mais tout en étant humble aussi. Et cette humilité touche également se remettre en question en permanence. Les leaders sont des personnes qui sont amenées à gérer des challenges, des défis, des situations stressantes. C'est aussi indispensable de pouvoir apprendre à se préserver et à faire face à toute pression extérieure. euh, pour continuer à pouvoir donner le meilleur de soi-même en tant que leader authentique. Et je pense, dans le monde dans lequel nous vivons, qui est en mutation profonde, que ce soit la manière de travailler, que ce soit les nouvelles technologies avec l'intelligence artificielle, ce qui se passe dans le monde va à une vitesse folle. Entretenir cette curiosité et être à la pointe des tendances pour ne pas être dépassé et de pouvoir, continuer à inspirer, à fédérer, autour de lui ou autour d'elle. Leïla, je suis un peu curieuse puisqu'on a parlé du leader authentique dans l'entreprise, mais également d'un leader authentique dans sa famille, auprès de ses amis. Ben, comment vous avez géré, vous, de rester authentique avec 3 enfants? C'est une excellente question, Hiba. C'est un jeu d'équilibriste, vraiment. Je pense que déjà, parmi les défis que rencontrent les femmes, et notamment quand elles deviennent épouses et mamans, c'est comment entretenir cette authenticité. Et je pense que déjà le rôle de mon époux est pour moi indispensable. C'est-à-dire que si j'avais pas eu le soutien de mon époux pour faire des choses qui me plaisent, pour pouvoir aussi m'encourager à mener de front une carrière professionnelle, une vie de famille, plus toutes les activités extra-professionnelles que je mène, je pense que son soutien, et on parlait de l'allyship, d'allié, c'est un allié véritablement à la maison. Et ça, pour moi, c'est indispensable. Et le choix du partenaire est pour moi indispensable pour continuer à être soi-même et à cultiver cette authenticité. Après, en tant que maman de 3 enfants, 2 filles et un petit garçon, au même titre qu'on essaie d'être des modèles dans la société, on essaie d'être un modèle pour nos enfants aussi.
Et quand je parle de modèle, avec la plus grande humilité, heu, c'est comment incarner ces valeurs au quotidien? Quelles sont vos valeurs? Hem, Qu'est-ce qui fait que, vous allez prendre telle ou telle décision et pas une autre? Et pour moi, les valeurs, c'est le socle, en fait. Et mes valeurs m'aident beaucoup au quotidien, que ce soit à la maison, avec mes enfants, mon mari et au travail. C'est-à-dire que les valeurs que j'incarne chez moi, ce sont les valeurs que j'incarne aussi au travail ou dans mes différentes activités, extra-professionnelles. C'est pour ça que quand je parlais le coût que représente l'authenticité, après cette authenticité, encore une fois, elle a un coût et c'est pour ça qu'il est essentiel de savoir se préserver, de prendre soin de soi, de trouver du temps pour, nourrir son esprit, pour rencontrer des personnes, qui vont nous guider, qui vont nous éclairer, qui vont nous conseiller. En tant que leader, on a besoin aussi de recharger nos batteries et cette recharge de batterie, c'est à la maison, même si à la maison, c'est un casse-tête, tous les jours en jonglant entre les différentes casquettes, heu, mais c'est savoir aussi, se poser, regarder dans le rétroviseur, heu, est-ce qu'il est propre ou voir son tableau de bord d'une voiture. Si tous les voyants sont au vert, c'est très bien, mais dès qu'il y a un voyant qui est au rouge, ben, se poser la question de savoir, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce que je peux faire différemment? Est-ce que j'ai besoin de prendre plus de distance, de recul, pour préserver la machine, je dirais. Donc, voilà, c'est de cette manière-là que j'essaie, tant bien que mal, de cultiver cette authenticité. Mais cette authenticité, pour moi, elle passe vraiment, à travers les valeurs et c'est ce que, j'essaie de transmettre du mieux que je peux à mes enfants pour, eux aussi, demain incarner ces valeurs quand ils grandiront et et inspirer autour d'eux. C'est très intéressant le parallélisme que vous avez fait entre un leader qui inspire ses équipes et qui leur transmet les valeurs et un leader, père ou mère qui également transmet ses valeurs aux générations futures et les inspire et comme ça, le leadership authentique pourrait peut-être être, contagieux et transmissible. Mais si je peux, intervenir, et vous l'avez parfaitement résumé, c'est un leadership transmissible. Mon père m'a beaucoup inspiré plus jeune. Hem, heu et je pense qu'il avait un leadership, naturel. Un leadership naturel, il est plus de ce monde, Allah yarhamou, Allah yarhamou. aujourd'hui, mais ce qu'il a laissé derrière lui, l'empreinte qu'il a laissée derrière lui, en fait, ce que disent et c'est une question intéressante à se poser, c'est: «Qu'est-ce qu'on aimerait que les gens disent de nous si demain on quitte, ce monde?» Et toutes les personnes, voilà, après son décès, toutes sans exception. Ton père a toujours fait beaucoup de bien avec lui. Ton père nous a toujours inspirés et même jusqu'à son dernier souffle, les personnes qui l'ont entouré, ce sont des personnes qu'il a fréquentées, pendant une trentaine, quarantaine d'années, pendant, toute sa carrière, qui étaient, à son chevet, qui étaient là et hem et j'aime beaucoup cette transmission, en fait, et moi, aujourd'hui, c'est l'héritage que mon père m'a laissé, vraiment. Exactement. Je parle pas d'un héritage matériel, je parle d'un héritage immatériel qui a une valeur beaucoup plus importante que l'héritage matériel et ça, ces valeurs, le respect de l'autre, hem, ce sont des valeurs qui sont pour moi indispensables et que je transmets et que je souhaiterais transmettre à mes enfants et qu'ils transmettront aussi, par la suite à leurs propres enfants. Donc j'aime beaucoup, cette transmission et c'est véritablement un héritage qu'on incarne. Merci Leïla, ça m'a beaucoup touché ce que vous avez dit, sur l'héritage parce que c'est vrai que ce qui reste vraiment, que ça soit dans les familles, mais également dans les entreprises, c'est le souvenir, ou l'héritage de quelqu'un Tout qui a à fait. vraiment transmis des valeurs à l'humanité et a rendu le monde meilleur.
En tout cas, on est sûr et on voit la manifestation de ces valeurs et de cet héritage en vous. En arabe, on dit les khallaf mamet. Merci Et donc, beaucoup. vous représentez vraiment tout ce que vous parlez. And you walk the talk, comme on dit aussi. Merci beaucoup, Hiba. Ça a été un vrai plaisir. Merci pour cet échange. Merci, Leïla.